Allez, on est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler, d'un sujet, un petit peu différent et qui me tient à cœur, c'est l'entrepreneuriat. C'est le fait d'être solo entrepreneur. Heu, L'idée de ce webinaire, c'est quand, j'ai moi-même créé ma structure, Réseau.tech, hein, dont je suis la fondatrice. Quand je l'ai créée en février 2020, juste avant le covid et cetera, je me suis retrouvée, solo entrepreneur, hein. Ensuite, presque un an plus tard, j'ai toute une équipe, qui m'a rejoint et aujourd'hui, il y a du on je ne suis plus toute seule et on travaille tous ensemble. Mais j'ai eu cette difficulté qu'ont beaucoup de freelances, qui est de devoir tout gérer. Et encore plus aujourd'hui, où il y a une équipe, mais il y a encore aussi beaucoup de choses administratives à gérer. Du coup, je me suis outillée. J'ai aussi réfléchi à qu'est-ce que je pouvais déléguer, qu'est-ce que je devais faire moi-même. Donc du coup, c'est ça le thème d'aujourd'hui. Solo entrepreneur, comment tout gérer? Qu'est-ce que vous devez déléguer? Pourquoi déléguer? Est-ce que vous devez vous outiller ou est-ce que vous devez tout simplement bosser comme un malade 70 heures, toute la journée, toute votre vie? Voilà, on est parti sur le thème. Donc le premier sujet, donc, ça va être un homme orchestre. C'est, vous allez évidemment faire votre mission. Ça, c'est votre cœur de métier. C'est là où vous avez de la valeur ajoutée. C'est la raison pour laquelle vous êtes installé freelance, c'est pour délivrer un service. Mais vous devez également définir votre offre de service, faire une activité commerciale pour trouver vos missions. Vous devez gérer votre administratif. Vous devez gérer votre réseau, vous devez gérer, des relations avec l'extérieur, vous devez gérer vos impôts, les déclarations fiscales, vous devez gérer la TVA. Quoi d'autre? Vous devez gérer votre communication, vous peut-être votre profil LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux. Vous devez aller à des networking. On voit qu'en fait, être solo entrepreneur, il faut avoir une palette de compétences extrêmement large et pas uniquement votre cœur de métier. Donc, pas face à ça, vous pouvez effectivement bosser comme un dingue. Si on imagine que vous bossez déjà vos 40 heures, voire un peu plus sur votre mission, eh bien, si on rajoute toutes les autres activités que j'ai listées, vous allez effectivement vous retrouver rapidement à 70 heures et ne prendra jamais de vacances. Donc, on va essayer de voir ensemble qu'il y a des outils qui existent et on va essayer de différencier aussi qu'est-ce qui est votre valeur ajoutée. La valeur ajoutée que vous amenez sur les différentes activités va dépendre, évidemment, ça va être individuel. Si vous êtes un très bon communicant, il vaut mieux que vous écriviez peut-être vos posts LinkedIn vous-même. Si vous n'êtes pas très bon à ça ou si vous êtes dyslexique, par exemple, vous avez des difficultés par rapport à l'orthographe, eh bien, il faut peut-être vous faire accompagner plutôt d'un copywriter et définir un petit budget associé. Vous pouvez poser des questions, hein, bien évidemment, comme d'habitude, dans le chat. Je ne sais pas par contre si ça s'est bien enregistré. Oui, c'est bon. Ça, c'est bien enregistré. OK. Allez, on va attaquer le premier sujet. Alors, premier sujet, je commence par la première chose qu'on va vous demander, pour vous proposer une mission, c'est: vous avez un CV? Est-ce que vous avez un dossier de compétences? Donc ça, c'est la première chose. Donc, vous allez devoir créer votre offre. Voilà, il y a un webinaire spécifique sur comment se créer son offre, on en a déjà parlé. Globalement, ça c'est mon point de vue, ça ne se délègue pas. Parce que cette offre de service, c'est vous. L'offre de service, c'est même pas que le CV, c'est les compétences que vous voulez mettre en avant. Vous avez peut-être des compétences qui sont très anciennes et vous ne voulez plus exercer de mission là-dessus. Donc vous n'allez pas les mettre en avant, vous allez plutôt essayer de faire un CV qui va montrer votre parcours, sur les différentes années et mettre en avant et faire ressortir de ce CV les compétences que vous voulez aujourd'hui exercer sur une nouvelle mission et pouvoir bien montrer les services que vous pouvez proposer. Ça ne se délègue pas, il faut le faire soi-même. Par contre, il y a des outils qui existent. Alors, il y a, par exemple, l'outil avec lequel on a fait ces slides, vous avez Canva. Canva, ça vous permet, non, tu peux laisser, c'est très bien, merci Célia. Canva, ça vous permet de faire des slides, ça vous permet aussi de faire des CV. Il y a plein de modèles, ils sont assez esthétiques, assez efficaces. Vous pouvez aussi, présenter ça sur un site web, donc il y a plein d'outils qui existent. Je ne sais pas si vous connaissez, Do You Buzz aussi. Il y en a d'autres, des équivalents. Ce sont des outils qui vous posent des questions et en fait, quand vous complétez les questions, ça vous permet de faire vraiment un CV type extrêmement qualitatif. J'aime beaucoup, par exemple, sur Do You Buzz, la façon dont ils présentent une expérience professionnelle. Vous avez l'entreprise où vous l'avez faite, vous avez aussi le projet que vous avez fait les tâches que vous avez fait vous-même, vous avez l'environnement technique. Ça vous pose des questions, ça vous aide à structurer. Vous pouvez aussi appuyer sur un bouton, ça vous met tout ça sur une page et vous pouvez aussi avoir le CV en ligne avec plus d'informations. Il y a aussi Mon CV parfait et cetera. Vous avez aussi des outils qui peuvent vous aider à traduire votre CV, en anglais. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, vous parlez anglais, donc vous pouvez le faire, mais des fois, il y a des tournures de phrases et cetera ou du vocabulaire qui peut vous manquer. Ça peut en tout cas vous aider. Moi, personnellement, des fois, quand j'ai à traduire un long texte en anglais, j'utilise un outil de traduction qui va commencer le travail et ensuite, moi, je vais peaufiner, partir de là et comme ça, j'aurai un moins à réfléchir. Donc vous avez, DeepL.
des EPL, vous avez Word Reference, vous avez évidemment Google Traduction et d'autres outils de traduction. Vous avez Grammarly, qui est très bien aussi, qui vous permet de trouver des bonnes tournures de phrases, notamment par rapport à votre petit résumé, votre présentation. Je ne sais pas si vous le savez, vous pouvez faire votre profil LinkedIn aujourd'hui en 2 langues. Vous pouvez avoir sur votre profil LinkedIn en haut, 2 boutons, anglais, français. Du coup, vous pouvez faire un profil avec plus d'international, notamment si vous acceptez des missions full remote pour des entreprises étrangères. Ça peut être intéressant, ou si vous travaillez avec des entreprises qui sont en France, mais où vite le management est à l'étranger, ça peut être intéressant d'avoir une 2e version de votre CV, en anglais. Donc moi, ça c'est mon avis, ça ne peut pas se déléguer. Je pense que vous allez me rejoindre là-dessus. Sujet suivant, c'est, le site, web et aussi faire des posts LinkedIn. Là, le sujet, c'est quoi? C'est, vous allez vouloir faire un site web pour présenter votre offre. Donc si vous l'avez déjà construite et fait un dossier de compétences ou un CV, vous avez déjà les premiers éléments. Pour faire un site web, si vous êtes développeur IT, évidemment, vous allez faire un site web parce qu'aussi ce site qui va présenter vos compétences va présenter, aussi ce que vous savez faire. Et ça, c'est super intéressant et ça va montrer votre savoir-faire dans une techno et cetera. Vous allez pouvoir mettre des animations, faire un site extrêmement rapide, extrêmement léger et montrer vraiment précisément vos compétences. Si par contre vous n'êtes pas dans l'informatique, vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même. Moi, quand j'ai créé ma société, mon premier site web, je l'ai fait, avec WordPress. Alors c'est pas moi qui ai fait le choix technique, c'est parce que l'ATS, le CRM qu'on utilise, propose un plugin gratuit pour mettre les job boards sur WordPress, donc je suis partie de là et maintenant on a refait le site en interne également. Pourquoi? Bah, parce que moi je trouve que c'est important. Nous avons choisi nos mots, notre site web nous représente. Il a été revu, il a été fait en partie avec de la collaboration interne de tous les recruteurs et je considère que c'est notre vitrine, mais que c'est aussi ça doit vraiment être notre ADN et doit nous représenter, donc je ne l'ai pas délégué. Par contre, si vous êtes, ingénieur en électronique, hardware par exemple et que vous savez absolument pas faire un site web, vous pouvez tout à fait le déléguer. Vous avez plein de freelances qui vont vous proposer ça. Vous avez aussi des outils, hein, comme Wix et autres qui vont vous proposer très facilement, de faire un site web en quelques clics. Qui va présenter vos compétences. Après, est-ce que le site web est indispensable? Ma réponse, elle est non. Aujourd'hui, le CV, un bon dossier de compétences et une page LinkedIn sont plus importantes, que le reste. Si vous avez pas de site web, ce n'est pas bien grave, sauf si vous êtes encore une fois dans le développement web. Là, je vais vous répondre que oui, il en faut un. Vous pouvez aussi avoir évidemment du contenu si vous êtes développeur sur GitHub et montrer encore une vitrine. Là, vous évidemment, vous ne pouvez pas le déléguer. Et il faut le faire soi-même. Après, vous pouvez animer votre communauté. Je connais des freelances qui sont extrêmement actifs, sur LinkedIn, qui communiquent régulièrement et du coup, ils sont mis, en fait, du coup, ça leur permet d'entretenir très facilement leur réseau, de se rappeler, à leur existence. Des fois, ils font des posts autour de sujets techniques qui leur tiennent à cœur. Des fois, ils relaient des articles. Des fois, ils rebondissent sur les posts d'autres personnes et cetera. Ça leur permet d'entretenir leur réseau. Eux, ils le font eux-mêmes leurs posts. Par contre, je connais aussi, un autre freelance qui est dans la data, qui, a fait créer du contenu, par, quelqu'un d'externe. C'est pas son métier et il a voulu avoir une sorte de banque de contenu. Je sais pas si vous connaissez ce qui s'appelle le banque de contenu evergreen. Le evergreen, c'est-à-dire toujours vert, c'est du contenu qui peut toujours être réutilisé. Par exemple, bah, comme moi, quand j'étais recruteuse, bah, freelance au départ, donner des conseils pour faire un CV, par exemple. C'est un contenu que je peux utiliser en 2020 comme en 2021, comme en 2022. Les conseils resteront souvent quand même, les mêmes et je pourrai les réutiliser. Moi personnellement, j'aime beaucoup créer du contenu, j'aime beaucoup être active sur LinkedIn, c'est quelque chose que je ne délègue pas. Si vous, n'aimez pas ça, si vous n'aimez pas entretenir ça, vous pouvez le déléguer. Vous pouvez même déléguer à quelqu'un qui est dans la com de vous faire votre profil LinkedIn, de faire un profil LinkedIn pertinent. Il y a un outil qui est français, qui s'appelle Swello, S-W-E-2-L-O, je ne sais pas si vous connaissez. Ce qui est pas mal du tout, c'est que Swello vous permet de connecter votre profil LinkedIn, votre profil Instagram, votre profil Facebook, votre profil Twitter et de programmer des posts. Vous pouvez, par exemple, programmer toutes les semaines un truc. Vous voyez un article, vous le mettez dans Swello, vous rajoutez un petit peu de texte, vous mettez le lien et Swello va le programmer exactement à l'heure que vous avez demandé. Et du coup, vous pouvez, par exemple, avec ce fameux contenu dont je vous ai parlé tout à l'heure, le fameux contenu evergreen qui est toujours réutilisable, vous pouvez programmer un post par semaine à différentes dates sur tous vos différents réseaux sociaux. Comme ça, même si vous n'y êtes pas actif, vous êtes en mission, vous êtes à fond ou vous êtes en vacances et vous avez fait un peu de rupture et vous êtes déconnecté,
vous allez entretenir la relation avec votre réseau, vous allez montrer que vous êtes toujours là. Franchement, ça marche très, très bien, c'est français, cocorico et je vous invite à l'utiliser. Pour corriger les fautes d'orthographe, alors ça, c'est très important. Quand on communique sur un site web, sur des posts LinkedIn, l'orthographe doit être parfaite. Personne n'est parfait, on peut encore faire des fautes soit parce qu'on a de réelles difficultés, soit parce qu'on fait des fautes d'inattention, soit parce que le français n'est pas votre langue natale, par exemple, ou l'anglais n'est pas votre langue natale, à contrario, si vous écrivez en anglais. Il y a par exemple Merci App, merci comme merci, app A2P, c'est aussi français. C'est un plugin qui marche sur votre navigateur et qui regarde tout ce que vous écrivez et qui vous propose des corrections de fautes, à la fois des corrections, classiques, mais aussi des corrections vraiment de tournure, de formule ou de grammaire ou de répétition. C'est très puissant, je vous invite vraiment à l'utiliser. Ça marche aussi, par exemple, si vous avez préparé votre contenu sur Notion. On va en parler d'ailleurs, vous allez voir à plusieurs reprises de Notion. Vous pouvez aller voir les vidéos de Shubham Sharma qui a beaucoup commencé à parler de Notion, très tôt. J'étais pas convaincue au début de Notion et puis j'ai commencé à m'y mettre. Vous allez voir qu'on peut faire énormément de choses. Vous pouvez développer vos propres outils un petit peu no code, hein. Vous pouvez développer, un mini CRM, on va le voir tout à l'heure. Vous pouvez aussi préparer une banque de contenu, le fameux contenu evergreen et ça vous permet de le retrouver facilement, de le réutiliser, de voir peut-être la date, la dernière fois que vous l'avez utilisé, programmé et ensuite, le réutiliser. On continue là-dessus, donc vous trouverez sur internet plein de freelances. Vous avez par exemple Fiverr, Fiver, c'est pas cher du tout. Vous avez des freelances pas chers, qui vont aller, comment dire? C'est pas des freelances bradés. Ce sont des gens qui ont une autre activité en parallèle et qui font cette activité-là en activité secondaire, et qui peuvent vous créer du contenu, des choses comme ça. Vous pouvez, par exemple, faire appel également à des étudiants, hein, qui sont des étudiants en com et qui peuvent, vous accompagner là-dessus. Ça va leur faire une petite expérience. Puis on verra tout à l'heure, vous pouvez aussi prendre par exemple des stagiaires pour vous aider à concevoir du contenu, evergreen. Et après sinon, vous avez plein de professionnels extrêmement pertinents et compétents sur LinkedIn. Je vous invite à contacter par exemple moi quand j'ai commencé à vouloir avoir besoin de freelancing pour la création de contenu, j'ai contacté, 3 personnes installées qui avaient leur propre société. Je leur ai parlé de ce qu'on faisait, ils m'ont dit ce qu'ils pouvaient faire, ils m'ont expliqué leur prix, j'en ai choisi un, j'ai fait un essai. Voilà et cette personne nous accompagne maintenant depuis quelques années. Sujet suivant et pas des moindres, c'est, allez, l'admin, l'administratif. Alors je vous ai mis la compta, mais je vous ai la facturation, les devis, le rapprochement bancaire, ça c'est le gros du métier et il y a toutes les autres activités administratives qu'il peut y avoir, que si un contrat signé avec un client, garder ce contrat, relire les contrats, vous faire conseiller. Sur ce sujet-là, je vais être sincère, à moins que vous ayez, fait, c'est le cas de certains freelances, des études de comptabilité ou fait du contrôle de gestion dans une activité, vous êtes très bon à ça. Moi, je vous conseille en tout cas de vous faire accompagner, même si vous êtes auto-entrepreneur. Je dis ça parce que je travaille avec des auto-entrepreneurs, nous on est une agence de freelancing, hein. On travaille avec des freelances à qui on propose des missions. Très souvent, les factures qu'ils m'envoient ne sont pas conformes aux bases qui sont nécessaires sur une facture. Il faut encore les factures soit sous Word ou soit sous Excel, le numéro, la date et cetera, les choses ne sont pas correctes. Le truc, c'est surtout que vous prenez des risques. Si vous avez, un contrôle fiscal, ce que je ne vous souhaite pas, mais ça peut arriver, ça peut tomber aussi de manière aléatoire. Vous pouvez être retoqué là-dessus, vous pouvez avoir des amendes ou des pénalités. Ça peut faire mal, voilà et vous pouvez aussi avoir des difficultés ensuite à vous payer. Si vos factures ont été mal faites, vous allez perdre du temps, du coup perdre la trésorerie, les choses vont être mal faites. Si je connais des freelances aussi qui ne font jamais de devis et il y en a beaucoup. Moi, je vous invite aussi à faire ça, notamment si vos clients ne font pas, nous, par exemple, quand on va travailler avec un freelance, on lui fait une proposition de mission. C'est-à-dire qu'il a une page où il y a marqué la durée de la mission, la date de début, la date de fin, les conditions contractuelles clés comme les délais de paiement, comme, la possibilité de résilier et cetera. Ces choses-là clés, avant même le contrat, sont déjà présentées, le tarif évidemment, le taux journalier, la partie frais s'il y en a, la partie astreinte. Mais si vos clients ne font pas ça, je vous invite, vous, soit à préparer des pré-contrats ou soit à préparer des devis pour que les choses soient un peu établies. Si vous travaillez avec des petites structures ou des petites startups, par exemple, vous avez un mois de mission, vous avez un TGM à 500 € jour, pourquoi vous ne feriez pas un devis marquant 20 jours, 500 €? Vous pouvez rajouter, bien évidemment, ça sera ajusté en fonction du nombre, exact de jours, prestés, pour le client, en fonction du volume effectivement presté et vous pouvez demander à ce que ce devis soit signé. Tout simplement parce qu'ensuite, si vous avez des difficultés à être payé, quand vous avez un devis signé,
Bah, c'est bon, bingo, ça va, vous aurez un levier, vous aurez beaucoup plus de poids pour vous faire payer ou pour amener ça, devant un médiateur ou devant la justice. Donc la comptabilité, ça s'improvise pas. La comptabilité, c'est quoi? C'est aussi que vous avez des frais, vous avez donc des justificatifs et des tickets qu'il va falloir garder, dont il va falloir avoir les preuves. Tous les frais ne peuvent pas être passés sur une société, donc ça, il faut aussi, y réfléchir. Vous pouvez pas non plus, par exemple, faire des cadeaux clients de manière démesurée. Il y a l'URSSAF ou les impôts, le fisc va considérer un certain montant qui est tolérable en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc là, faites-vous aider aussi d'un comptable. Vous avez aussi des outils, en ligne qui sont très bien. J'ai regardé avant notre échange, j'ai regardé, Abi et Indy, 2 outils en ligne qui ont une première formule, gratuite et ensuite il y a des formules payantes selon les options que vous voulez. Par exemple, j'ai vu que Abi proposait dans les options payantes de se connecter directement pour les auto-entrepreneurs à votre URSSAF et de vous faire les rappels, de ce qu'il faut, déclarer. Ils peuvent aussi se connecter, vous préparer la CFE, ils peuvent aussi, vous préparer la TVA. Donc vous pouvez vous faire accompagner. Évidemment, si vous êtes, en SASU ou en EURL, vous aurez forcément, un comptable où vous pouvez préparer une bonne partie de la comptabilité et juste la faire valider à la fin. Moi, je vous invite à avoir un comptable qui va vous accompagner, qui vous allez pouvoir poser toutes les questions. Nous, quand j'ai commencé, j'ai utilisé, mon comptable m'a fourni gratuitement une solution qui s'appelle Time, T-I-I-M-E. Il y a un équivalent, à chaque fois je vais vous donner 2 noms, hein, pour ouvrir et ne pas vous emmener que sur un truc pour respecter la concurrence. Il y a aussi Penny Lane qui propose une solution assez similaire à Time. Pardon, ça va lire votre compte en banque, ça va donc vous allez voir toutes les transactions et vous avez un endroit où vous pouvez mettre les documents et les classer. Donc vous allez pouvoir, par exemple, je reçois une facture par mail, je peux la faire suivre sur Time. Automatiquement, ça va lire la date, qui a émis cette facture, quel est le montant, quel est le type de TVA. Je vais pouvoir ajouter un petit commentaire, je vais pouvoir ajouter des petits tags que ma comptabilité va pouvoir lire. Et automatiquement, quand la transaction de ce montant-là va passer, hop, ça va faire le rapprochement. J'ai pas besoin de dire à ma comptable: ça, c'est tel ticket» et cetera. Et ces outils-là également servent de preuve. Donc si vous perdez le ticket, vous êtes tranquille, vous avez une preuve informatique, de celui-ci, vous êtes plus du tout obligé de les garder. Donc en plus, vous avez plus des tonnes d'archives, à garder et ça vous permet aussi de l'application Time, par exemple, moi que j'utilise, je peux prendre en photo. Je fais une invitation client, je sors du restaurant, j'ai mon ticket, je le pose sur la table, je le prends en photo. Hop, même si je le perds, ensuite ou qu'il s'envole avec le vent, c'est bon, il est dans Time et le rapprochement bancaire va se faire automatiquement. Pardon, je peux y mettre aussi, les déclarations, CFE, déclarations TVA et qu'ensuite ces frais-là passent sur le compte, ça va faire le rapprochement automatique. Voilà. Je vous invite donc à vous outiller, ça ne s'improvise pas. C'est surtout que vous prenez des risques si vous avez, un contrôle, qui est effectué. Heu Sujet suivant, on a se créer un réseau. Alors, on a prévu un webinaire que je vous conseille fortement. C'est, pas moi qui le fais, mais je vais poser des questions à Karim Belhamri, qui est freelance, senior et qui est aujourd'hui, mentor de freelance. Il accompagne d'ingénieurs freelance. Il accompagne des ingénieurs à s'installer et tout son travail se fait autour de la création du réseau ou alors du réseau qu'ils ont déjà et qu'ils n'ont pas forcément sollicité ou qu'ils ne connaissent pas suffisamment. Donc, on va faire un webinaire spécifique autour du réseau. Donc là, ce que je veux dire aujourd'hui, là, c'est se créer un réseau. Ça ne se délègue pas parce que se créer un réseau, c'est votre expérience. Si on prend par exemple, prendre un exemple que j'ai vu, c'était quelqu'un qui s'installait, gestionnaire de patrimoine et il est allé à une formation, là-dessus. Alors, je critique pas la formation, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc dans une grande salle, vous avez 1000 personnes, on les chauffe à blanc, on leur explique qu'ils vont gagner plein d'argent, bon bref. Par contre, il y avait une technique qui était super intéressante. Il leur donnait comme exercice, il leur disait: «Ce soir, vous allez prendre un fichier Excel, vous allez mettre 500 noms, 500 noms de personnes que vous connaissez et c'est comme ça que vous allez commencer». Et en fait, c'est un exercice que je vous invite à faire, c'est ça, se créer un réseau. Souvent on dit: «Ah mais j'ai pas de réseau». Est-ce que vous êtes capable d'écrire une liste de 500 noms? Vous allez voir que oui et que ça ne se délègue pas. Si je prends par exemple mon expérience personnelle, aujourd'hui, certains de mes clients viennent d'où? Bah, tout simplement, j'ai travaillé moi, je suis ingénieure INSA. Donc ça peut être des anciens collègues de promo à qui on s'est suivis sur LinkedIn. Je suis active sur LinkedIn, je communique. Ils voient ce que je fais, ils peuvent avoir besoin d'un cabinet de recrutement et du coup, ils vont penser à moi.
Ça peut être des gens avec qui j'ai travaillé. J'ai travaillé dans différentes entreprises, donc forcément d'anciens collègues. Ensuite, j'ai travaillé 10 ans dans un grand groupe. On a eu 4 plans sociaux. On était 3000 personnes avec 4 plans sociaux et en fait, ce sont des gens avec qui j'ai travaillé, bah, il y a 20 ans, hein, je suis pas toute jeune et ces gens-là, aujourd'hui, sont dans plein de sociétés. Ce ne sont pas forcément des gens avec qui j'ai entretenu spécifiquement un réseau. Mais aujourd'hui, quand je communique, sur des réseaux, professionnels, ces gens-là, ils vont peut-être me voir ou si moi je les contacte, je vois sur leur profil qu'ils ont été des anciens de cette entreprise aux mêmes dates que moi. Je les contacte en disant, «Bonjour, on s'est peut-être vu ah excusez-moi, je vais revenir à la fenêtre de la réunion, apparemment des personnes patientes dans la salle d'attente, je vais les faire rentrer». Hop, je fais rentrer «Bonjour». Allez, hop, je repars sur les slides. Heu, donc ces personnes-là, quand je les contacte, je vais leur dire: «Coucou, je suis une ancienne collègue et le contact sera beaucoup plus facile». Encore le réseau et on n'y pense pas. C'est la famille, c'est les amis d'amis, c'est les amis de votre famille, c'est les gens avec qui les gens de vos familles ont travaillé, et cetera. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, on vous parle d'une mission dans une entreprise. Cette entreprise, vous ne la connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Parlez-en autour de vous, parlez-en à votre réseau. Si ça se trouve, votre voisin, son meilleur ami travaille dans cette société et il va pouvoir vous donner des renseignements. Il va pouvoir vous donner des informations de l'intérieur qui vont faire la différence quand vous allez ensuite passer l'entretien ou qui vont vous permettre de savoir si cette société est sérieuse et qu'est-ce qu'ils font exactement. Donc, se créer un réseau, ne me dites pas que vous n'en avez pas. On en a tous. Il est gigantesque. On n'y pense pas, on ne l'utilise pas assez. Donc, repensez à ce fameux exercice qui est lister 500 personnes de votre réseau. Et ensuite, qu'est-ce que je fais de ce réseau? C'est le sujet suivant. Moi, je vous conseille de vous créer un mini CRM. Qu'est-ce que c'est se créer un mini CRM? Un CRM, c'est un Customer Relationship Manager. Donc, c'est un outil dans lequel vous allez mettre les noms des gens que vous connaissez, l'entreprise où ils sont, le poste, attention, numéro de téléphone, mail. Bon, je vais mettre juste une petite précision. RGPD, Réglementation générale de protection des données, tout ceci sont des informations personnelles. Ce sont des informations personnelles que vous avez collectées. Normalement, vous avez le droit de les utiliser et de les garder, que si vous avez un intérêt légitime, vous n'avez pas le droit d'harceler les gens et de les spammer. Et s'ils souhaitent avoir accès à leurs données, ils souhaitent être retirés de votre CRM, vous devez pouvoir être conforme et pouvoir les en retirer s'ils en font la demande. Voilà, petite précision à apporter, petit warning. Vous avez des outils de CRM, vous pouvez vous faire évidemment le bon vieil Excel, ça marche toujours. Je connais plein de gens qui ont ça et vous pouvez vous rajouter des tags, par exemple, vous pouvez vous dire: «Tiens, voici des gens, déjà, c'est quoi leur position? Est-ce que ce sont des managers techniques? Est-ce que ce sont des directeurs? Est-ce que ce sont par contre des gens» vous avez fait une mission, il y avait 10 personnes sur le plateau avec vous sur cette mission. Pourquoi vous ne les mettez pas dans votre CRM? Ces gens-là, vous les avez croisés professionnellement un jour de votre vie. Dans quelques années, ils vont peut-être devenir autre chose. Ils vont peut-être être managers d'une équipe dans une autre entreprise et être quelqu'un qui va vous pourvoyer des missions. Donc, c'est ça aussi le réseau, c'est de penser à garder ces noms-là, à les entretenir et à pouvoir les retrouver facilement. Donc, vous allez pouvoir ajouter un commentaire en disant: «Je l'ai croisé quand j'étais en mission dans telle entreprise, à telle date». Vous allez pouvoir ajouter, quelle est leur expertise technique ou des mots-clés. Tiens, ce gars-là, il était, dans les FPGA, ce gars-là, il était dans le monde de la data et cetera et vous allez pouvoir ensuite créer ainsi votre mini CRM. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai commencé, avant, j'étais dans la technique et à un moment donné, je me suis retrouvée dans une position, de delivery manager puis de directrice plus, avec un côté plus commercial et j'ai vu les commerciaux qui faisaient ça et j'ai commencé à le faire ça. Donc j'ai commencé en 2013 à me créer mon mini CRM avec les noms des gens que je connais, que j'ai côtoyés professionnellement. Mais ça, c'est quoi? Aujourd'hui, quand j'ai créé ma société Réseau.tech, j'avais ces contacts. Même si je les avais un petit peu éloignés en tête, hop, je retrouvais l'information. Tiens, je les ai croisés à tel moment. Tiens, ils faisaient ça. Vous avez par exemple HubSpot, hein, qui est assez connu, qui est un outil de CRM qui va vous permettre de mettre les gens et de les catégoriser, mais ensuite ça va vous permettre plus, ça va vous permettre d'entretenir la relation. Vous pouvez aussi sur Notion ou sur Airtable, des outils no-code, avec des versions gratuites extrêmement puissantes. Vous pouvez vous créer vos propres CRM de la même façon, entièrement customisés. Encore une fois, vous devez par contre respecter la RGPD et vous préoccuper de cela. Vous pouvez aussi avoir des outils beaucoup plus puissants pour gérer les CRM. Vous avez évidemment Salesforce, des trucs comme ça. Soit ces outils utilisés dans des grandes entreprises. Mais ensuite, ces outils-là vont permettre de savoir quel est le dernier contact que vous avez eu.
Vous pouvez enregistrer le dernier mail, dire: «Tiens, le dernier contact, c'était sur LinkedIn à telle date, c'était par mail, c'était un déjeuner» et cetera. Quand vous allez recontacter cette personne, vous aurez l'information. Comment on se souvient qu'on a déjeuné avec cette personne-là l'année dernière, à peu près au mois de mars? Moi, si je ne l'ai pas dans mon CRM, je ne m'en souviens pas. Alors nous, on a un CRM assez puissant. On utilise, un outil, alors c'est un outil qui sert aussi à gérer les candidats. C'est un outil spécifique au recrutement qui fait CRM, mais qui est connecté à mon mail et qui vient lire les mails que j'ai envoyés à quelqu'un. Donc ça, si je vais dans ce CRM-là, je vais voir, tous les mails que j'ai envoyés, tous les mails que cette personne m'a répondu. Ça va enregistrer également, tous les rendez-vous qu'on a eus comme des rendez-vous. Je vais aussi pouvoir ajouter des notes. Je vais pouvoir, rajouter un petit message, une information supplémentaire que j'ai eue et ainsi les entretenir. Et je peux, par exemple, aller voir depuis combien de temps il n'y a pas de notes sur cette personne-là, donc je n'ai pas eu de contact et je vais pouvoir me mettre des rappels ou me dire: «Tiens, il faudrait que je les recontacte. Tiens, tous ces gens-là avec qui j'ai pas eu de connexion depuis 6 mois, je peux les recontacter». Évidemment, vous avez la super période en ce moment, on est au mois de janvier, vous avez jusqu'au 31 janvier pour fêter les vœux, souhaiter la bonne année. C'est une manière d'entretenir votre réseau. Des fois un déj, des fois quelque chose. Quand vous êtes en intermission, c'est le moment idéal. C'est le moment idéal de dire: «Tiens, coucou, on s'est pas vu depuis longtemps, on se fait un déjeuner». Les personnes qui sont clés ou qui peuvent vous pourvoyer des missions ou qui peuvent vous donner des informations métiers ou marché, ces gens-là, vous devez les entretenir. Entretenir son réseau, c'est bien sûr une relation intéressée, mais c'est aussi une relation qui va dans les 2 sens. C'est parfois leur donner les infos, leur donner des tuyaux. Vous avez une information qui peut leur servir, pof, un petit message. Le réseau, c'est clé. À l'heure des réseaux sociaux, on a évidemment ça sur internet et cetera, mais l'humain et l'intérêt sincère que vous avez dans quelqu'un, vous savez pas ce que ça peut vous rapporter plus tard. Ce que je veux dire, c'est que nous, dans le recrutement, par exemple, on a évidemment des candidats. On peut se dire, une fois qu'on a placé un candidat en CDI chez un client, ben, on s'en préoccupe plus. C'est pas vrai. Nous, on continue d'entretenir une relation, on continue de s'intéresser. Bah, par exemple, il y a un candidat, je l'ai placé il y a 2 ans dans une entreprise. Ça s'est très, très bien passé. Il a fait beaucoup, beaucoup, de nouveaux projets. Après, il s'est posé des questions dans la vie. Il a voulu, créer sa propre société. Il les a quittés en commun accord et cetera, en bons termes. Il a créé sa propre structure. Mais le jour où il a besoin de recruter, à qui il pense en premier? Bah, cette personne qu'il a placée en CDI là, qu'il a accompagnée sur le process et qui a continué de prendre de ses nouvelles régulièrement. Forcément, c'est une des premières personnes qu'il va contacter. Ce que je veux dire, c'est que votre business, dans 5 ou 10 ans, c'est tout ce que vous avez construit dans le passé. Si là, aujourd'hui, vous êtes en CDI, vos collègues, on a d'ailleurs, un webinaire spécifique sur, bah, comment quitter un CDI pour se lancer freelance. Moi, je dis: «Il faut pas faire la politique de la terre brûlée». Ces gens avec qui vous avez travaillé, vous n'êtes pas retravailler peut-être directement avec eux, pas juste après, mais peut-être dans quelques années. Ces gens aussi qui sont vos collègues, qui ont gardé une bonne image de vous, ils vont aller dans d'autres entreprises. Ça peut devenir des gens qui vont vous pourvoir des missions parce que globalement, ils vont être dans le même métier que vous. Voilà. Ne vous grillez pas. Soyez professionnel, entretenez votre réseau, de manière professionnelle, un petit coucou et cetera et allez forcez-vous un petit peu à aller à l'extérieur et aller à des événements. Moi, je n'accepte pas toutes les sollicitations, mais je me suis donné un peu, une bonne résolution, c'était au mois de septembre. Une fois par mois, je vais à un événement extérieur. Je sais, on est fatigué, je sais, les journées sont longues, un petit after work et cetera. C'est au moment où il faut y aller, bah, arrêter la journée, c'est pas toujours facile. Ça demande aussi beaucoup d'énergie si on n'est pas extraverti, qu'on est un peu introverti. Forcez-vous, faites cela, pas beaucoup, une fois par mois, une fois tous les 2 mois et des fois on se dit: «Oui, mais ça ne me rapporte rien directement». Non, aller à des événements extérieurs, ça va rien vous rapporter sur le moment, il y a de grandes chances. Mais c'est la loi de Pareto, c'est les 20 d'efforts qui vont vous donner 80 de vos résultats plus tard. Ça va vous donner des informations, ça va vous rendre plus à l'aise aussi, vis-à-vis d'événements comme ça de networking. Il y a plein de choses gratuites et c'est parfois l'occasion simplement de passer un bon moment ou découvrir un nouveau lieu ou découvrir une entreprise. Voilà, ça c'est mon conseil. Le suivant, non c'est bon, je gère les slides. C'est répondre aux sollicitations. Vous allez être contacté. Vous mettez freelance, vous mettez, votre CV à jour, vous faites votre site web, vous mettez votre page LinkedIn. J'en ai pas parlé, mais vous avez aussi toutes les plateformes, hein, de freelancing sur lesquelles vous pouvez aller. Ça prend pas mal de temps, hein, de mettre à jour votre profil, là-dessus. Du coup, vous allez, qu'est-ce que tu fais? Pardon. Ah oui. Vous allez du coup, devoir être sollicité.
Là, j'ai un conseil, je le donne dans tous les webinaires. Soyez pro. Qu'est-ce que c'est un freelance? À quoi moi je différencie un freelance pro d'un autre? Tout simplement, moi je vais contacter des freelances. Ces freelances sont certainement en mission. Ils vont certainement me le dire en me disant: «Non, je suis pas dispo». Bah, ça, c'est pas un freelance pro. Un freelance pro, il va vous dire: «Je suis pas disponible, je pense avoir de la visibilité à telle date, quel est le sujet?» et cetera sur lequel vous me contactez. Selon la disponibilité qu'ils ont. Moi, j'ai vu des freelances extrêmement professionnels qui me disent assez rapidement, qu'ils sont en mission, qui sont du coup pas disponibles, qu'ils ont pas le temps de faire un call, par exemple, une visio complète pour qu'on puisse échanger. Par contre, ils se proposent qu'on échange nos coordonnées et ils se proposent tout simplement que moi je lui dise un petit peu ce que je fais, que lui me précise par mail où il m'envoie son dossier de compétences, où il me précise simplement le type de mission, ses contraintes, full remote, hybride, plutôt sur Toulouse, un peu sur Paris, il, parle super bien l'anglais, peut travailler sur des sujets défense. Enfin, il me donne un petit peu sa cartographie, il me donne ces informations-là pour le jour où on veut se recontacter, qu'on ait déjà ce premier pas. Voilà et après on peut se connecter sur LinkedIn, comme ça on se suit l'un l'autre. Heu, j'ai aussi vu, ça c'est extrêmement professionnel, j'ai vu des freelances qui vous proposent systématiquement une visio, 30 minutes, pas plus, c'est timé. Par contre pas tout de suite. Ils disent: «Voilà, je ne suis pas disponible, je suis en mission, je vous propose une visio, dans 3 semaines, on se pose, on fait connaissance». Ils sont en mission, ils sont absolument pas disponibles, mais ils vont faire ça. J'ai vu aussi des freelances qui sont en mission, qui sont pas réellement très disponibles, qui sont comment dire? Ils vont peut-être être disponibles dans un mois, mais il y a de grandes chances que non et ben, ils vont accepter quand même, même de faire l'interview pour un poste technique. Pourquoi? Bah, parce que ça à cette interview, ils vont avoir des informations sur une société, sur un type de mission et cetera. Que si, bah, il y a les 10 de chances que la mission ne se renouvelle pas, bah, ils ont quand même un petit sujet, qui peut tomber. Et donc ils écoutent, ils dialoguent et cetera et à la fin, ils disent: «Bon voilà, je suis sur une mission qui se termine à telle date comme je vous l'ai dit. Je vais être honnête, il y a quand même beaucoup de chances que ça se prolonge et qu'ils aient encore besoin de moi. Je suis professionnelle, s'ils ont encore besoin de moi pour finir le travail que j'ai réalisé, je le ferai. Est-ce que vous pouvez attendre ou pas?» Le client, des fois, il va dire: «Bah non, je peux pas attendre». Mais vous savez que le client, il va pas se vexer de cette situation. Il a vu un gars super professionnel, super intéressant. La prochaine fois qu'il a une mission, il pensera à vous. Si jamais il continue de chercher et qu'il trouve pas et que vous êtes dispo plus tard, il repensera à vous. Un entretien sur une mission ou un entretien avec un intermédiaire, c'est une occasion d'avoir un rendez-vous professionnel, d'avoir un rendez-vous avec un prospect. Vous avez une chance énorme, on vous contacte, vous avez même pas besoin de prospecter, pourquoi ne prenez-vous pas cette chance? Je vois des fois des freelances qui me disent: «Je ne sais pas prospecter, je ne sais pas comment faire». Vous avez des sollicitations? «Oui, mais j'étais pas disponible» et vous n'y avez pas répondu. C'était une occasion en or de prospecter gratuitement et sans effort. Par contre, évidemment, ça prend du temps. Moi, j'ai un conseil, c'est du de vous outiller là. Pour le coup, ce n'est pas de déléguer, c'est de prendre des bons outils. Un truc tout bête, je ne sais pas si vous connaissez, c'est TextBlaze. Je suis une grande fan de TextBlaze. C'est un add-on, dans n'importe quel, web browser et c'est une extension et en fait, vous tapez par exemple, moi je tape, /B et ça me tape mon petit paragraphe de bonne année. Je tape, /lien, ça écrit: «Bonjour», ça écrit tout un paragraphe et ça fournit un lien pour prendre rendez-vous avec moi. En fait, par exemple, accuser réception d'une candidature, je tape /ACC, ça tape tout un paragraphe dans n'importe quelle page, de donc ça peut taper à la fois sur mon Outlook qui est dans une page web, ça peut le taper sur LinkedIn, ça peut le taper dans n'importe quel même dans mes SMS. Moi, j'ai connecté mes SMS, là-dessus, comme ça, en plus, je peux l'utiliser. Ça vous pouvez du coup créer des mails et des réponses types qui vont vous permettre de répondre extrêmement rapidement. Avec ce que je vous disais tout à l'heure, la fameuse petite formule: «Je ne suis pas disponible, voilà à peu près ma visibilité, disponibilité, voilà mon cœur de métier, voilà ce que je propose, voici mon site web pour avoir plus d'informations. D'ailleurs, voici un lien où vous pouvez, si vous le souhaitez, me donner vos coordonnées. Comme ça, je le rentre dans mon CRM, vous me dites le type de mission que vous pouvez proposer et si j'ai, une disponibilité, bah, je vous préviendrai». Pourquoi vous positionnez pas carrément comme ça, comme une entreprise en disant, «Voilà, donnez-moi les informations, je vous mets dans le truc et le jour où vous avez, une bande passante, vous allez pouvoir contacter tous les gens qui vous ont, donné des messages». Voilà. Donc TextBase vous permet de répondre rapidement et pour pouvoir aussi rapidement, par exemple, je vous disais tout à l'heure, programmer, vous pouvez vous dire: «Tiens, je prends un slot d'une demi heure par semaine, c'est tout, pas plus, pour rencontrer un nouveau prospect potentiel, un nouvel intermédiaire, une nouvelle ESN, un nouveau manager technique».
et faire connaissance. Vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle Calendly. Il y a une version gratuite, il y a d'autres outils. Maintenant, tout le monde commence à le faire. J'ai vu que Gmail aussi proposait un outil pour pouvoir générer des rendez-vous. Beaucoup de choses permettent de générer un lien qui permet d'avoir accès à votre agenda et à des créneaux spécifiques que vous avez alloués pour pouvoir mettre un rendez-vous. Vous pouvez dire à Calendly: «Je ne suis disponible qu'une demi-heure les mercredis matins, entre 12h30 et 13h, point». Et les gens vont recevoir ça et ils vont choisir un slot dans votre agenda qui correspond aux leurs, peut-être dans 3 semaines. L'avantage, c'est que vous allez voir, ça va se remplir tout seul. Hop, le petit text Blaze pour répondre automatiquement, le petit lien Calendly, votre agenda va se compléter automatiquement de prospects potentiels. Et ensuite, vous pouvez avec Zapier ou Zapier, je ne sais pas comment vous le prononcez, ou Make, vous pouvez connecter ça à votre CRM et récupérer automatiquement les coordonnées de la personne qui vous a contacté. Et comme ça, vous le gardez dans votre CRM. Regardez, vous vous êtes outillé de manière très simple. Vous prenez qu'une demi-heure de votre temps par semaine et vous entretenez comme ça une relation et vous apparaissez comme un freelance extrêmement professionnel. J'ai vu des freelances, encore une fois, l'autre jour, je voyais un freelance qui montrait ça, qui disait, «Je suis en mission, ne me contactez pas». OK, donc le seul moment où on a la chance de te contacter, c'est quand tu as pas de mission, quand tu es le bec dans l'eau et il faut que je repense à toi et que j'aille regarder ton profil tous les jours parce que j'ai une mission pour toi. C'est pas très professionnel, encore une fois. Vaut mieux pouvoir échanger, même à l'écrit, très rapidement, on fait connaissance. Parce que le jour où cette personne est disponible, elle va dire: «Bah, il va falloir que je prospecte, c'est fatigant». Elle va peut-être avoir 1 ou 2 ou 3 mois d'intermission et ça coûte très cher, sans rentrer d'argent. Alors que ça aurait pu être simplement fait au long cours. Vous pouvez aussi programmer des emails. On parlait tout à l'heure d'entretenir votre réseau. Vous pouvez programmer des mails réguliers où, vous dites: «Tiens, ça fait longtemps, qu'on ne s'est pas vu, tiens, voici le lien, tu peux prendre rendez-vous pour qu'on se refasse un petit point si tu as de la disponibilité. Sinon, c'est pas grave, on se reparle plus tard», par exemple. Et vous pouvez envoyer ça, à votre réseau et à des personnes qui sont clés pour vous, que vous voulez entretenir. On continue, la mission proprement dite. La mission proprement dite, ça évidemment, ça ne peut pas se déléguer. C'est votre outil de travail, c'est votre connaissance, c'est ce qu'il y a dans votre tête, c'est toute votre expérience. Forcément, ça ne peut pas se déléguer. Forcément, c'est là où vous devez pouvoir passer 80 de votre temps, 90. Par contre, vous voyez bien qu'il y a quand même 10 de votre temps qui ne pourra pas être sur la mission, qui sera sur la com, qui sera sur l'administratif, qui sera sur le commercial, qui sera sur prévoir votre avenir, mais qui sera aussi, on va en parler dans quelques minutes, sur de la formation, et cetera, sur de la veille technologique. Donc, ne bossez pas 70 heures. Par contre, pensez que vous allez bosser peut-être 40 heures ou plus sur votre mission et qu'il va falloir bosser en plus sur ces autres sujets. Plus vous êtes outillé, plus vous maîtrisez ce que vous allez faire, moins ça va vous prendre de temps. Heu, Formation, capitalisation et knowledge management. Ah pardon, non, j'avais un autre sujet, excusez-moi, sur la mission proprement dite auquel j'ai pas pensé. C'était ça dont je voulais vous parler. Si vous êtes entrepreneur, vous allez être assez limité. Par contre, si vous avez créé et si vous êtes en portage salarial également, mais si vous avez créé votre propre structure, une SASU ou une EURL, sachez que vous pouvez embaucher. Embaucher, c'est pas forcément embaucher un CDI. Vous pouvez embaucher un stagiaire. Vous pouvez embaucher un alternant. Si vous êtes auto-entrepreneur, je vais dire je pense que je pense que j'en suis sûre, j'ai vu quelqu'un le faire et je l'ai accompagné là-dessus. J'ai vu un auto-entrepreneur prendre un alternant. Vous avez une petite vérification de votre OPCO et cetera, mais vous avez cette possibilité-là. Vous pouvez prendre un alternant si vous êtes, par exemple, dans du développement web, sur des nouvelles techno. Vous pouvez prendre quelqu'un qui va vous préparer des modules pour que vous puissiez, plus vite faire des sites web, par exemple, avec un formulaire de contact. Vous demandez à un alternant de vous préparer, différentes choses. Vous pouvez préparer des petites briques pour aller plus vite dans votre travail. Vous pouvez aussi prendre quelqu'un sur de la communication, par exemple. J'ai conseillé à quelqu'un de prendre, une stagiaire en communication sur 3 mois. Si c'est inférieur à 2 mois, vous les payez pas. Après moi, je vous invite toujours à mettre quand même une gratification aux stagiaires parce que vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est quand même pas très facile. Mais vous avez le droit de ne pas les rémunérer si c'est en dessous de 8 semaines. Donc là, la personne a pris un stagiaire du coup sur 4 mois, donc on va la rémunérer et cette personne va lui faire des posts LinkedIn par rapport à son contenu evergreen, va lui faire aussi des visuels et du coup programmer tout ça dans Swello. Tout ça avec des versions gratuites et cette personne, du coup, elle lui a créé son profil Twitter, elle lui a créé des différents outils et cette personne, du coup, va pouvoir programmer régulièrement son fameux contenu, sur son offre de service. Un petit carrousel aussi, LinkedIn et cetera
Et ça permet d'animer votre communication, sans effort. Donc ça, c'est quelque chose auquel vous avez droit et que vous pouvez faire. En plus, c'est toujours bien pour la communauté autour de nous. On pense à tous ces jeunes, bah, qui cherchent aussi des alternances et des stages. Ça peut vraiment être intéressant. Si vous êtes dans le développement web ou le développement d'outils ou dans l'édition logicielle de près ou de loin, un alternant, un jeune qui va vous préparer des outils ou vous faire de la veille et cetera, c'est super intéressant. Vous pouvez vous démultiplier du coup. Mais aussi, si vous êtes, par exemple, si vous êtes, ingénieur en électronique et vous faire de la conception hardware, vous pouvez, par exemple, prendre quelqu'un qui fait du routage avec vous. Là, vous pouvez aussi sous-traiter avec un autre freelance une partie de votre activité, mais par contre, c'est vous qui devez en être responsable. Voilà. Une chose aussi que vous pouvez faire sur votre mission, j'ai un freelance qui m'a dit ça, l'idée est excellente, il arrive sur un sujet et tout d'un coup, il découvre qu'on lui demande un reporting qu'il faut faire en manuel avec plein d'infos qu'il faut aller récupérer dans plein de trucs, toutes les semaines, qui lui ne lui apporte rien, mais bon, le client le veut pour avoir une visibilité, pour pouvoir communiquer. Très bien. La première semaine, il le fait, la deuxième semaine, il le fait. Ouh là, la troisième semaine, il a pris 4 heures, sur une soirée et il a développé un outil. Voilà, bah, ça lui a pris beaucoup plus de temps que de générer ce rapport qui lui prenait 30 minutes. Il a pris 4 heures sur son temps personnel, il a développé ça et à chaque fois que le client lui demandait, il appuyait sur un bouton, le rapport était généré automatiquement. C'est tout bête, il gagnait une demi heure par semaine. En plus, il avait une tâche pénible, rébarbative, où il n'avait pas de valeur ajoutée, qui ne lui rapportait rien et qui n'avait pas d'intérêt. Il l'a automatisé. 4 heures contre tout ça de gagné et en plus, il a fait un truc propre et cetera. C'est tout bête, mais ça a aussi épaté le client qui lui a ensuite demandé un autre petit développement: «Tiens, est-ce que tu peux m'aider et me développer un truc qui permettra de faire ça?» Voilà. Dernier sujet avant de terminer, pensez-y aussi, vous êtes freelance, mais du coup, c'est à vous de capitaliser, de vous former. Bon, après, quand vous êtes en CDI aussi, évidemment, vous allez apprendre des choses. Votre entreprise sera peut-être un peu plus moteur en vous mettant sur des sujets. Vous allez devoir aussi gérer la quantité d'informations que vous allez, récupérer. Il n'est jamais trop tard pour se former. Je pense à un freelance, très senior, quelqu'un qui a très pointu, une grosse compétence dans le cloud. Un monsieur réellement impressionnant, une grosse expertise. On se dit: «Mais ce gars-là, bon, bah, il sait tout et cetera». Non, non, non. Déjà, moi, ce qui m'a beaucoup surprise, c'est que ce gars-là, constamment, il a senti qu'il y avait, beaucoup de besoins de plus en plus en sécurité. Il était sur des missions où il voyait, des choses arriver, des problématiques sur le cloud en sécurité. Lui, il n'avait pas cette compétence. Il a commencé à se former, à assister à des webinaires, à aller, à des rencontres, à aller lire des choses, à aller se documenter, à aller commencer à travailler, à voir ce qu'il pouvait coder sur le sujet. Et maintenant, il propose ses services, cloud et cybersécurité, et il propose ça en complément. Il a eu une première mission qui lui a permis d'acquérir en plus et de maturer cette compétence, et maintenant c'est un service qu'il propose. Maintenant, il a le choix. Il peut faire des missions dans le cloud ou la cybersécurité, c'est lui qui choisit. Là, par exemple, il m'a dit, la prochaine mission, je veux impérativement faire de la cybersécurité, je veux creuser ce sujet-là, et je ne veux pas une mission uniquement sur le cloud. Même s'il n'y a pas de cloud, je prends quand même, je veux continuer cette expertise. Il est freelance, il choisit là où il va diriger sa carrière et son expertise. C'est une façon extrêmement intelligente de se gérer et de rester un petit peu sur le flow au niveau de vos technologies. Encore une fois, je remets l'outil Notion pour le knowledge management. Vous allez voir, ou d'autres outils de prise de notes, parce que vous allez récupérer énormément d'infos. En fait, il faut un endroit. OneNote aussi permet de le faire. Il faut un endroit où vous allez pouvoir mettre de l'information qui vient de différentes sources, où vous allez pouvoir mettre des liens, vous allez pouvoir mettre des slides, vous allez pouvoir mettre des images, vous allez pouvoir mettre du texte, vous allez pouvoir mettre des PDF, des livres blancs que vous avez récupérés. Il y a beaucoup, beaucoup, je pense à la cybersécurité, il y a beaucoup de livres blancs sur la cybersécurité à différents niveaux de complexité. Je prends par exemple, Rémi qui s'occupe de la communication chez nous. Dès qu'il voit un carrousel qui est intéressant ou un post LinkedIn sur un sujet com où quelqu'un partage, une bonne pratique, il le met de côté. Il lit aussi des livres de son côté à titre personnel. Dès qu'il a lu ses livres, il met le livre et il met quelques extraits ou quelques points importants qu'il a pu récupérer et ainsi il construit une banque de données de connaissances qui nous permet si jamais, le jour, bah, typiquement le jour où on a voulu se mettre au webinaire, il m'a dit: «J'ai collecté plein de choses sur les webinaires, je vais aller regarder». C'était prêt. L'information, vous l'avez dans votre tête, vous l'avez lu, mais vous allez l'oublier le jour où vous en avoir besoin. Si vous la collectez au fur et à mesure, le jour où vous allez ouvrir cette page-là ou ouvrir cette possibilité-là, l'information, elle est déjà prête, elle est de sources différentes et elle est collectée au même endroit. Voilà, ce sont des bonnes pratiques. Alors moi, je suis une ancienne qualiticienne, capitaliser, noter les choses, c'est extrêmement précieux.
autre chose que vous pouvez faire auquel on ne pense pas. C'est encore ça où on distingue un très bon, consultant d'un autre. J'ai des consultants sur une mission. J'ai un nouveau consultant qui arrive et à chaque fois, chacun galère à chaque fois qu'il arrive sur cette mission parce qu'il y a des connexions, parce qu'il y a des outils à récupérer, parce qu'il y a des SharePoint, on ne sait pas où ils sont, il faut demander à une personne précise dans l'entreprise. Et à un moment donné, je dialogue, je fais un point mission avec un consultant et là, il y en a un qui m'explique il a tout capitalisé. Il me dit: «Tiens, j'ai noté comment on faisait pour le VPN, j'ai noté», alors qu'il en avait pas de nouveau besoin dans sa vie. Et en fait, cette information-là, elle est super utile parce que quand quelqu'un d'autre est arrivé sur la mission, je lui ai demandé très gentiment s'il pouvait l'aider et l'accompagner là-dessus. Il lui a rendu service, cette personne-là lui a payé un bon resto et l'autre, il a pu démarrer beaucoup plus vite parce que quelqu'un d'autre avait capitalisé. Capitalisation, elle peut être évidemment pour vous, mais pas que pour vous, elle peut aussi servir à des bonnes actions. Pensez-y constamment. Évidemment, vous n'avez pas le droit de capitaliser sur des informations qui ne sont pas les vôtres. Vous n'avez pas le droit de capitaliser sur des fichiers ou des dossiers qu'il y a chez votre client. Vous avez le droit de capitaliser sur des choses externes. Ou s'il y a des choses qui sont chez votre client, des formations qui vous ont été dispensées par votre client, vous devez demander l'autorisation. Voilà. Évidemment, respectez toujours la propriété intellectuelle, la propriété d'autrui. Mais ayez cette habitude, notez, capitalisez, un petit quelque chose qui n'a l'air de rien peut être très utile après. Pour conclure, on a d'autres webinaires prévus. Je vais vous les montrer après. On a par exemple la semaine prochaine, on a pas mal de guests, hein, qui arrivent là. On a Antoine Poveda, chez Embark, c'est une société de portage salarial qui a une version un petit peu différente du portage salarial et une offre en plus très orientée aussi sur le management de transition, donc sur les gens qui sont freelance avec des très hauts niveaux de TJM, qui en général se mettent plutôt en structure qu'en freelance qu'en portage salarial parce que les frais sont assez élevés pour eux. Ils ont une formule intéressante. On travaille aussi avec une autre société de portage salarial qui s'appelle 2i Portage et on a fait un webinaire avec eux très intéressant avec Abigail qui présentait, qui est sur notre page YouTube, que vous pouvez revoir en replay. On a un webinaire le 10 février avec Laetitia Canezza. Un sujet particulier, mais je vous invite hyper fortement à y assister. C'est tout un domaine que vous ne connaissez pas, sur lequel vous pouvez avoir plein de problèmes. C'est sur déposer votre marque, acheter votre nom de domaine et utiliser des images. Vous allez utiliser des images pour communiquer sur votre site web, sur vos réseaux sociaux, et cetera. Qu'est-ce que vous avez le droit de faire ou pas? Et il y a plein d'arnaques. On va en parler aussi, les arnaques aussi quand vous créez votre société, on va en parler aussi. Par exemple, vous déposez votre marque et ben vous pouvez vous retrouver un jour avec quelqu'un, une lettre d'avocat qui vous demande carrément de l'argent parce que vous avez usurpé quelque chose ou que c'est trop proche d'autre chose ou que vous avez utilisé une image qui ne vous appartenait pas et qui appartient à un photographe. Donc on va parler de tout ça. Le 17 février, Karim, dont je vous ai déjà parlé, donc orienté ingénieur là, ingénieur freelance, bac+5, profil technique, comment trouver votre prochaine mission et il va parler réseau, réseau et réseau. Voilà, c'est monsieur réseau. Le 3 février, on revient dans le passé, dans 2 semaines, je vais, vous parler de l'entretien pour la mission. Parce que l'entretien pour une mission, pour un freelance n'est pas le même que pour un CDI et je vois souvent des gens qui s'installent CDI, ils l'appréhendent de la même façon. Or, c'est pas la même chose. Alors nous, évidemment, si on accompagne, moi, j'appelle le freelance, je lui dis: «Alors, voilà qui sera ton interlocuteur, voilà ce qu'il va attendre, voilà ce qu'il va peut-être faire, voilà le positionnement, voilà les sujets qu'il ne faudra pas aborder non plus». Il y a des su donc on va en parler en détail, je ne vais pas commencer aujourd'hui et je termine le 24 février. Alors là, j'aime bien, en général, vous adorez aussi. Il y a, 2 ou 3 freelances, peut-être que 2 parce que je les connais, ils sont très bavards et 2 freelances extrêmement seniors, donc des gens qui sont freelance depuis presque une dizaine d'années, qui ont été des pionniers, qui vont montrer aussi l'évolution du freelancing. On a fait déjà une séance témoignage de freelance en live. On était plutôt orienté cette fois-là autour de l'installation. Est-ce qu'ils avaient quitté un CDI? Quelle structure ils avaient choisi? Quel statut? Et cetera. Là, par contre, on va être sur des profils seniors qui vont vous parler de la posture de freelance, comment ils s'organisent aussi sur la formation, sur leur évolution, comment ils trouvent leur mission depuis des années, comment ils entretiennent leur réseau. On ira un petit peu plus loin. On va essayer une fois toutes les 6 semaines d'avoir des témoignages en live. Je suis déjà en train de préparer la session de mars et d'avril. On a encore plein de nouveaux sujets qui arrivent et on va avoir 2 nouvelles sessions spécifiques autour des frais. On va en faire une spécifique avec les frais sur le portage salarial et on va en faire une spécifique sur le passage de frais en structure et on fera venir une experte comptable. Voilà. Le but, c'est que moi, je vous témoigne de ce qu'on a, nous, comme information, mais qu'aussi on vous fasse venir des spécialistes. Il y a des sujets qui vous intéressent aussi. N'hésitez pas à nous le dire. Je pensais peut-être essayer de vous faire venir un courtier aussi, un courtier en protection sociale, pour vous parler de votre, on appelle ça, de votre prévoyance, de votre mutuelle, ou alors un courtier aussi en crédit pour voir si on est freelance, si on peut
peut faire, des crédits. Si ces sujets-là vous intéressent, vous pouvez me le dire dans la conversation. Ah, je vais regarder s'il n'y a pas une question. Il y a Lionel qui a une question. Vous pouvez les mettre dans la conversation et on les traitera. Lionel, est-ce que les groupes d'entrepreneurs peuvent avoir des solutions pertinentes pour développer son réseau? Ça semble intéressant, mais c'est un peu cher. Ah, c'est un sujet, j'ai lu justement un article, cette semaine là-dessus sur les collectifs de freelance. Sujet très intéressant aujourd'hui. Beaucoup de freelances maintenant se mettent en collectif. J'en connais des mini aussi. Je connais par exemple un freelance en front, en dev web front qui s'est associé à un freelance en back et comme ça, à eux 2, ils proposent une solution complète à certains de leurs clients. Je connais aussi des freelances qui sont devenus des spécialistes pour, on les contacte pour une mission, ils disent: «Je suis pas disponible, par contre, je peux vous proposer un tel», qui deviennent presque des mini commerciaux. Des fois, certains le font totalement gratuitement, d'autres, des fois, ils font un petit accord avec l'autre freelance avec un peu d'affort d'affaires. Si je t'amène ta mission, tu me donneras un petit peu de sous. Pourquoi pas? C'est tout à fait, légitime, hein, on a aidé quelqu'un. Par contre, attention au niveau des collectifs, excusez-moi. Le seul risque que vous avez, c'est de vous faire cannibaliser vos clients et vos missions par l'autre freelance. Vous pouvez aussi avoir le client qui préfère l'autre freelance à vous. Du coup, vous pouvez perdre la mission, à son profit. Vous pouvez aussi avoir un souci si vous êtes auto-entrepreneur. Faites très attention, j'ai vu ça. J'ai vu des gens qui se sont associés à quelqu'un d'autre, qui ont pris un petit peu un autre, du coup, mais c'est eux qui portaient la charge et la facturation et du coup, ensuite, ils donnaient l'argent à l'autre. Sauf que quand vous êtes entrepreneur, votre URSSAF et vos impôts sont directement sur votre chiffre d'affaires, sauf une partie du chiffre d'affaires, c'est directement des charges. Donc ils se retrouvent à faire des impôts et des charges sur un chiffre d'affaires sur quelque chose qui n'est de l'argent qui n'était pas le sien, en réalité, qu'ils donnaient intégralement. Si vous êtes entrepreneur, vous ne pouvez pas sous-traiter de cette façon-là. Vous allez perdre énormément d'argent. Donc, sachez-le, il faut que vous ayez une autre structure ou alors vous passiez peut-être par un intermédiaire qui va facturer les 2. Moi, j'ai proposé ça d'ailleurs à un freelance. Je lui ai proposé, il est auto-entrepreneur. On a mis quelqu'un d'autre avec lui sur la mission. Moi, je facture les 2. Par contre, moi, je lui rétrocède une partie de la marge. C'est normal. C'est le business, c'est lui qui l'a amené, c'est lui qui le porte, donc il en récupère une partie. Par contre, moi, je m'assure de tout l'aspect, comptable pour lui. Les prochains sujets, donc des webinaires, on va vous envoyer juste après le lien d'inscription ainsi que la page, YouTube. On s'améliore, hein, au fur et à mesure. On a une super caméra 4K, on a un micro, on essaie d'améliorer la prise de son et cetera. Soyez indulgents pour les vieux webinaires, on n'était pas très, très bons, là-dessus et je termine juste pour vous dire, qui je suis. Et ici, vous avez un QR code qui vous donne directement mon lien, ma page LinkedIn. Vous avez aussi la page LinkedIn de Réseau.tech, notre site web. Donc moi, je suis Anouk, je suis ingénieure de formation en physique des matériaux et en électronique, pour l'automobile. Je viens de ce monde-là et nous, on a un cabinet de recrutement spécialisé, en système embarqué, le monde d'où je viens, mais aussi en cybersécurité et par contre, pour les missions freelance, on a des sujets beaucoup plus larges, extrêmement pointus. J'ai par exemple des missions Python Spark sur de la data science actuellement. Nous avons, des missions aussi, en .NET. On a pas mal de missions dans le monde de la green tech et de l'écologie. On a des missions en start-up. L'avantage, c'est que quand vous passez par nous pour une mission, nous vous garantissons que vous allez être payé et il y a des sujets pour lesquels on peut ne pas avoir de mission aujourd'hui, mais on en rentre tout le temps. On a une grosse visibilité. On a un pouvoir, de commercial que vous n'avez peut-être pas. Ce que je veux dire, c'est que les freelances qui ont travaillé avec nous commencent à travailler, ils font peut-être, pas de mission avec nous. Je connais un freelance depuis 2017, on n'a jamais travaillé ensemble. Par contre, on entretenait ensemble notre réseau et je savais exactement le type de mission qu'il voulait et un jour, une société, d'ailleurs dans l'hydrogène, m'a appelé avec la mission, mais de rêve pour lui. Je l'ai appelé, il savait les était disponible et depuis 5 ans, on se connaissait. Ça y est, il travaille avec nous et on travaille ensemble et on est super contents. Voilà. Les intermédiaires ne sont pas que des gens qui prennent de l'argent sur votre dos, ce sont des gens aussi qui sont là pour vous accompagner. Et en tout cas, nous, on fait ça avec plaisir. On prend vos retours avec plaisir. Si vous avez des questions particulières, si j'ai la réponse, je vous la donnerai. Si j'ai un contact qui peut vous la donner, je vous la donnerai aussi. Et je vous souhaite un bon week-end à tous et à bientôt. Merci beaucoup.